Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici vos infos du soir. Le mercure atteint des sommets, cela devrait durer au moins jusqu'à dimanche. Des températures élevées qui inquiètent les agriculteurs dans la région d'Al-Hajeb. Les producteurs de rosacées redoutent une baisse de la production à quelques jours à peine de la récolte. Quelques minutes de courant par jour pour les habitants de la bande de Gaza, la conséquence de la guerre fratricide interpalestinienne et de la décision d'Israël de réduire l'approvisionnement en électricité. Face à l'ampleur de la situation, l'ONU a tiré aujourd'hui la sonnette d'alarme. Avec 19,45 sur 20, elle a frôlé la perfection. Ahlam Omrar a décroché la meilleure moyenne au bac dans le privé. Une mention très bien qui lui ouvre les portes des concours des grandes écoles. Vous ferez sa connaissance dans cette édition. L'Arbi Ben Barak, sorti des cendres de l'oubli, la légende du football marocain aurait eu 100 ans cette année. À cette occasion, nos confrères de Riyadiyya lui consacrent un documentaire exceptionnel, un voyage dans le temps à travers les grands moments de la carrière de celui que l'on appelait la perle noire. Et avant de développer ces titres, ces attentats évités in extremis au cœur des lieux saints de l'islam, les forces de sécurité saoudiennes ont annoncé ce soir avoir déjoué aujourd'hui une action terroriste contre la grande mosquée de la Mecque où des dizaines de milliers de fidèles sont actuellement rassemblés. D'après la télévision d'État, 11 personnes, dont 5 policiers, ont été blessés dans l'effondrement d'un bâtiment de 3 étages où se barricadait un kamikaze qui s'est fait exploser après avoir refusé de se rendre. L'assaillant faisait partie d'un groupe de 2 terroristes basés dans 2 quartiers de la Mecque et à Jeddah, la capitale économique du royaume saoudien. 5 personnes au total qui prévoyaient également de commettre des attentats. Elles ont toutes été arrêtées. Je vous le rappelle, en juillet dernier déjà, un attentat perpétré à Médine avait fait 4 morts parmi des gardiens de sécurité. La coopération sécuritaire, justement, cette fois entre le Maroc et l'Espagne, qui a permis de procéder à l'arrestation d'une personne soupçonnée d'être en relation avec les structures de recrutement des combattants pour le compte d'organisations terroristes comme Daesh et Al-Qaïda. L'homme âgé de 40 ans, d'origine marocaine et de nationalité danoise, a été interpellé aujourd'hui dans le présidio occupé de Melilla. C'est ce que fait savoir le ministère espagnol de l'Intérieur. À l'international, toujours l'enfer des habitants de Gaza qui n'ont droit qu'à de rares heures d'électricité par jour. Une situation qui a été précipitée par la décision de l'État d'Israël de réduire le courant fourni au territoire palestinien, territoire empêtré dans des luttes fratricides. La situation est telle que l'ONU a mis en garde contre un effondrement total des services vitaux comme la santé. Rizlan Taibi. Cet enfant palestinien a besoin d'un masque d'inhalation pour ses séances d'oxygénothérapie. Il est atteint de mucoviscidose, une maladie génétique affectant les épithéliums glandulaires de nombreux organes, en particulier les voies respiratoires. L'électricité est nécessaire pour qu'il puisse utiliser son inhalateur afin de diminuer les troubles respiratoires provoqués par sa maladie. J'espère que ce problème de diminution des livraisons d'électricité soit résolu pour que mon fils ne subisse pas une greffe de poumon. 320 personnes sont atteintes de mucoviscidose à Gaza. Il faut peut-être utiliser les énergies renouvelables pour les sauver. Israël a réduit ses livraisons d'électricité à Gaza d'une trentaine de mégawatts. Près de 2 millions de Palestiniens de cette enclave surpeuplée en bordure du désert n'ont désormais droit qu'à 1 heure d'électricité par jour. L'unique centrale du territoire palestinien est à l'arrêt. Les lignes dans le désert du Sinaï ne sont pas sûres à cause de la situation sécuritaire. Nous avons besoin de 450 à 500 mégawatts et nous n'avons que 100 mégawatts. Habituellement, c'est le Qatar, parrain du Hamas, qui couvrait les frais du fioul pour le fonctionnement de la centrale électrique de Gaza. Mais pressé par ses voisins de couper les ponts avec le mouvement des frères musulmans, le riche émirat gazier a fermé les écluses et c'est l'Égypte de Abdel Fattah Sisi qui a créé la surprise en fournissant du carburant aux alliés de son prédécesseur Mohamed Morsi. En ce dernier vendredi du mois de Ramadan, des Palestiniens ont manifesté dans les rues de Gaza pour marquer la journée d'Al-Quds, une manière de protester contre l'occupation de la ville sainte par l'État hébreu. Pendant cette journée du 23 juin, des milliers de personnes au Moyen-Orient descendent dans les rues en solidarité avec le peuple palestinien.
Le secrétaire général de l'ONU en visite hier dans un camp de réfugiés du nord de l'Ouganda. Il devait participer aujourd'hui à un sommet de la solidarité envers ces réfugiés de Kampala. L'objectif étant de collecter 2 milliards de dollars pour faire face aux besoins de ces réfugiés qui affluent dans le pays en provenance du Soudan du Sud. D'après les organisateurs, le pays aurait besoin de 8 milliards de dollars pour prendre en charge à terme 1,2 million de réfugiés. Les canicules que nous vivons en ce moment seront de plus en plus fréquentes en raison des bouleversements climatiques. Cela influe sur les espèces marines du nord-ouest de la Méditerranée qui sont désormais menacées d'extinction. Dans cette zone, en effet, les océanographes ont relevé une accélération de la hausse de la température et de l'acidité de l'eau. Explication avec Rita Saha. Comme chaque semaine, ce bateau navigue en Méditerranée à proximité des côtes françaises avec à son bord une équipe de chercheurs du laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer dans le sud de l'Hexagone. Après avoir jeté l'ancre en pleine mer, c'est au tour de cette sonde de rejoindre les fonds marins. Elle permettra notamment d'étudier les effets des changements climatiques sur les espèces marines. On a 6 bouteilles, on fait 6 profondeurs en fait, de 0 m à 75 mètres. Comment se passe le prélèvement? Donc en fait on fait des palanquets, on met les bouteilles les unes à la suite des autres donc sur le câble et donc en fait on ferme aux profondeurs qu'on veut. C'est dans ce laboratoire que sont analysés les échantillons prélevés en mer. Les études réalisées entre 2007 et 2015 ont révélé que la température de l'eau de surface dans cette partie de la Méditerranée avait augmenté de près de 1%. Le niveau d'acidité de la mer s'est également accru de 7%, soit la hausse la plus élevée sur tous les océans étudiés à ce jour. L'acidification de l'eau de mer, c'est à la même origine, la même cause que le réchauffement. C'est le CO2 qui est rejeté par les activités humaines qui, d'une part, engendre le réchauffement de la température et le changement climatique. Et d'autre part, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup moins, c'est que le quart de ce CO2 qui est émis par les activités humaines est absorbé par les océans. Fragilisée par l'activité humaine, la biodiversité aquatique est donc aujourd'hui menacée. À long terme, le réchauffement des mers risque d'avoir de lourdes conséquences sur la faune et la flore marine. Certaines espèces, comme les mollusques et les coraux, pourraient d'ailleurs disparaître d'ici 2100. Pendant ce temps, la vague de chaleur continue à déferler sur le royaume et dans la région de Fès. Il a fait au moins 40 degrés, des températures qui pèsent lourd sur les organismes mais qui affectent aussi les cultures. Dans les exploitations d'El Hajeb, les arbres fruitiers souffrent de ce coup de chaud, ce qui risque d'impacter fortement leur productivité. Reportage Sarah Jabri Abdelalim Kawi. Cet après-midi, dans la province d'El Hajeb, le mercure avoisinait les 40 degrés. Un coup de chaleur qui se fait déjà ressentir dans les vergers de la région. Les espèces les plus vulnérables sont la vigne, le pêcher et le prunier. Ayoub est agriculteur. Sur son exploitation, il évalue les dégâts causés par cette vague de chaleur exceptionnelle. Comme vous pouvez le constater, ces taches blanches sur cette prune sont dues à la hausse des températures. Celle-ci ralentit le développement des fruits et impacte la qualité de la production. Face à la canicule, plusieurs agriculteurs préfèrent avoir recours à des récoltes massives au lieu d'une récolte graduelle. L'irrigation, elle, est également renforcée dans les vergers pour protéger les arbres au maximum. Sous l'effet de la chaleur, l'eau s'évapore, les arbres sont étouffés. Les agriculteurs sont appelés à prolonger, voire même doubler les heures d'irrigation. L'arrosage de nuit est aussi recommandé pour les petits agriculteurs. Des agriculteurs qui devraient redoubler de vigilance et prendre leur mal en patience, puisque la vague de chaleur devrait se poursuivre encore quelques jours sur toute la région. Par chance, les lieux avaient été évacués et il n'y a pas eu de victimes. À Fès, 2 immeubles vétustes de 5 étages se sont effondrés hier soir. L'incident est survenu juste après une opération de démolition dans le cadre de la lutte contre l'habitat insalubre. Par conséquent, les familles qui résidaient sur place avaient récemment été relogées. Le récit de Hind bin Abdenbi sur un reportage d'Abd Samata. 3 ans après avoir été répertoriés comme dangereux, ces 2 immeubles situés au quartier Sanhaja à Fès se sont effondrés. L'incident a eu lieu hier soir et n'a pas fait de victimes. Une opération de démolition de ces bâtiments était en cours.
L'immeuble s'est effondré après le coucher du soleil. Je pense qu'un pilier a cédé. Nous sommes chargés de la démolition. Nous avons commencé par les étages supérieurs et nous nous sommes arrêtés à 16h. Plus tard dans la soirée, les bâtisses se sont effondrées. Un périmètre de sécurité a été établi autour des 2 immeubles effondrés qui avaient été évacués récemment. Les familles qui y résidaient ont été relogées et ce dans le cadre d'un programme relatif au traitement des maisons menacant ruine. À aujourd'hui, 437 bâtiments ont été évacués et démolis, 16 évacués et démolis partiellement, 30 évacués mais pas encore démolis à cause de contraintes techniques et 48 évacués partiellement. L'agence de développement et de réhabilitation de la Médina de Fès a déjà réalisé plus de 1200 interventions sur les habitations menacant ruine sur 1729 classées au premier degré en termes de délabrement. En tout, le programme concerne 3600 bâtisses dans la Médina et la commune de Mchouar Fès Jdid. Elles ont désormais la responsabilité de promouvoir la parité. Les membres de la commission chargée de l'activation du fonds de soutien à l'encouragement de la représentativité des femmes ont pris leur quartier. Des responsables politiques et des actrices de la société civile qui entendent accorder une place importante au monde rural dans le cadre des différents projets qu'elles vont développer. Le récit de Hind Abdelbi sur un reportage de Al Addil Ahmidi à Rabat. C'est un pas de plus pour la femme marocaine, l'installation des membres de la commission chargée de l'activation du fonds de soutien à la représentativité des femmes qui sont renouvelés après chaque mandat législatif. Leur mission est entre autres de faciliter l'intégration des Marocaines dans la vie politique et électorale nationale. Nous allons les aider à gérer la chose locale et régionale. Les femmes ont beaucoup de compétences, mais dans le domaine politique, leurs interventions restent timides. C'est une manière de donner corps à la volonté de l'État de promouvoir la modernité, la démocratie. Il y a d'abord une volonté constitutionnelle et une volonté royale de valoriser la place de la femme. La même volonté existe au niveau des élus et des militantes de la société civile. Depuis sa création, ce fonds a financé plus de 350 projets pour un investissement de 52 millions de dirhams. Depuis le début des travaux de ce fonds, un grand nombre de projets ont été mis en place. Ils ont porté leurs fruits et donné des résultats très positifs. Plus de 70 000 Marocaines, élues, activistes politiques ou adhérentes à des coopératives ou des associations ont bénéficié de ces projets et de sessions de formation en matière de renforcement des capacités. Et plus de 170 femmes ont bénéficié des campagnes de sensibilisation financées par le fonds de soutien. Elle a fait la fierté de ses parents, de ses enseignants et même de ses camarades de classe. Ahlam Umrar vient de décrocher son bac haut la main avec une moyenne impressionnante de 19,45 sur 20. Mais cette étudiante de Tmara, lauréate de l'enseignement privé, ne compte pas pour autant s'endormir sur ses lauriers. Elle prépare désormais les concours des grandes écoles. Le récit d'Amina Ben Khalor sur un portrait signé Saad Zatraoui et Mustafa Sadouni. Ahlam Umrar n'en revient toujours pas. Elle a décroché la mention très bien et une moyenne record dans l'enseignement privé. Son 19,45 au baccalauréat sciences physiques est le fruit d'un travail laborieux. Je pense que la clé de la réussite est le travail régulier. Il faut aussi savoir être patient et ferme. Parfois, il vous arrive de traverser des moments difficiles, mais il faut savoir les surmonter pour avoir des résultats. Ces résultats auraient été impossibles sans le soutien de sa famille. Pour Ahlam, il est temps de penser à l'avenir, et cet avenir, elle l'envisage au Maroc. Je veux dans un premier temps poursuivre mes études au Maroc. C'est grâce à mon pays que j'en suis là aujourd'hui. Je pourrais compléter ma formation à l'étranger, mais je ne me vois pas vivre en dehors du Maroc. À présent, Ahlam n'a plus une minute à perdre. Elle reprend déjà les cours pour se préparer à affronter une nouvelle épreuve, les concours d'accès aux écoles supérieures.
C'était une légende du ballon rond. L'Arbi Ben Bark avait marqué son époque en devenant la première vedette marocaine du sport à briller dans le royaume et à l'étranger. Celui que l'on appelait la perle noire a évolué au Maroc, en France et en Espagne. Et à l'occasion du centenaire de sa naissance, nos confrères de Riyadiyya lui consacrent un documentaire exceptionnel. Le récit de Rizlan Taïbi sur un reportage de Rachid Hillaoui, Abdelhadi Wasmin. 2 ans, c'est la durée qu'ont consacré des journalistes sportifs pour la réalisation d'un documentaire dédié à la légende du ballon rond, l'Arbi Ben Bark. Son début de carrière au Maroc, son transfert à Marseille, puis à l'Atlético de Madrid, sa longue épopée en équipe de France. La vie de la star du football arabe et africain a été entièrement revisitée. L'idée de faire un documentaire sur l'Arbi Ben Bark a toujours été présente dans mon esprit, vu qu'il a été une légende du monde du football national et international. La préparation a demandé beaucoup de temps, car la vie de Ben Bark a été riche en événements et informations. ويعني مليئة بالمعلومات والأحداث. يعمل حوايج اللي واحد يستغرب كيف يعملهم. Pour moi, Ben Bark, c'est le premier grand joueur français. Vous dire tous les deux, Juste Fontaine et l'Arbi Ben Bark. Nous avons acheté des droits d'image que les téléspectateurs vont découvrir pour la première fois. On y voit des témoignages poignants comme celui de Pelé lorsqu'il déclare que si je suis le roi du football, l'Arbi Ben Bark en est le dieu. Le documentaire a été présenté hier soir en avant-première dans un hôtel casablancais. La diffusion au grand public est prévue mi-juillet sur la chaîne sportive Riyadiyya. Un rendez-vous à ne pas manquer. Et pour finir, cette nouvelle scène musicale ouverte aux jeunes talents à Essaouira, le festival Layali Mogador qui anime les soirées ramadanesques de la Cité des Hallydées, met à l'honneur l'Argnaoui. À l'affiche de cette première édition, des artistes amateurs, mais également des musiciens confirmés qui ont donné à cette culture ses lettres de noblesse. Ambiance avec Amina Ben Khalq sur un reportage de Omar Ajrari et Rafiq Agoumed. Pour sa toute première édition, Layali Mogador mise sur les jeunes talents. Ces passionnés de l'Argnaoui sont Souiri. Leur musique s'inspire de classiques de grands mâles marocains, un précieux héritage, revisité par une nouvelle génération d'artistes. Nous voulons donner l'occasion aux jeunes d'exprimer leur passion. Cet événement peut être un point de départ vers une carrière à l'international. L'objectif de cette édition est justement d'encourager les jeunes talents ici à Essaouira. Le blues et les autres genres musicaux avaient aussi leur place dans ce festival, même si toute l'attention s'est focalisée sur les sonorités gnaoui. Nous sommes un groupe de jeunes d'Essaouira. Nous avons déjà eu la chance de nous produire aux côtés de grands malem. Nous espérons voir cet art prospérer et offrir plus d'opportunités aux débutants. Nous encourageons les étoiles montantes de l'Argnaoui et nous espérons les voir aller encore plus loin dans cet univers. Comme le Malem Rania, beaucoup de symboles de la musique gnaoui sont venus soutenir ces jeunes artistes. Une agréable découverte pour le public de Layali Mogador. Il reste à vous rappeler une des principales informations de ce vendredi 23 juin. Ces attentats évités in extremis au cœur des lieux saints de l'islam. Les forces de sécurité saoudiennes ont annoncé ce soir avoir déjoué une action terroriste contre la grande mosquée de la Mecque où des dizaines de milliers de fidèles sont actuellement rassemblés. D'après la télévision d'État, 11 personnes dont 5 policiers ont été blessés dans l'effondrement d'un bâtiment de 3 étages où se barricadait un kamikaze qui s'est fait exploser après avoir refusé de se rendre. L'assaillant fait partie d'un groupe de terroristes basé dans 2 quartiers de la Mecque et à Jeddah, la capitale économique du royaume saoudien. 5 personnes au total qui prévoyaient également de commettre des attentats. Elles ont toutes été arrêtées. En juillet dernier, déjà, un attentat perpétré à Médine avait fait 4 morts parmi des gardiens de sécurité. Fin de cette édition que vous pourrez voir ou revoir sur notre site d'information deuxième.m. À prochain JT aux alentours de minuit 55 en compagnie de Salah Eddin Romari. Nous on se retrouve demain, même heure, même endroit.